parmi les choses qu'on sait, c'est que les machines sont capables de faire toujours plus de choses, en particulier des choses qui sont très logiques. Enfin, c'était les planètes du jeu d'échecs, c'est vrai, toujours plus de domaines. Mais si on regarde les différentes formes d'intelligence, on voit que la première forme d'intelligence sur laquelle notre système scolaire est essentiellement basé, c'est la capacité à résoudre des problèmes classiques. Le problème des problèmes classiques, c'est que les machines vont connaître la solution à tous les problèmes classiques. Et si donc nos enfants ne savent rien faire d'autre que connaître la solution aux problèmes classiques, il n'est pas évident que demain, ils aient des emplois qui soient pertinents. Le deuxième niveau d'intelligence par rapport à ça, c'est la capacité à résoudre de nouveaux problèmes. Donc là, on voit bien que c'est déjà plus intéressant, mais tous les combien on a formé nos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, parce que très honnêtement, moi j'ai fait un peu d'études, mais j'ai été systématiquement formé à résoudre des problèmes classiques. Il faut qu'on arrive au niveau de la formation par la recherche, qui typiquement en France est disponible au mieux en fin de master et en doctorat, et ça nous pose un problème. Et le troisième niveau d'intelligence, qui est peut-être le plus intéressant à l'avenir, et en même temps pas si éloigné de la démarche des enfants, c'est la capacité à questionner le monde et à poser de nouvelles questions. Et on voit bien que les enfants font ça très spontanément. Et donc je parlais de la démarche de recherche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les grandes avancées pour moi, au moins au niveau conceptuel de la recherche dans le domaine, il a été montré à Berkeley que nous sommes tous nés chercheurs. Donc c'est vrai de tous les enseignants, de tous les gens qui sont dans la salle, mais aussi de tous les enfants du monde. Et si effectivement vous regardez un enfant, vous apercevez qu'un enfant, il explore le monde, il observe le monde, il expérimente, il tombe, il fait des erreurs comme tout le monde, mais il apprend de ses erreurs et il va progresser. Et éventuellement, dès qu'il aura trouvé quelque chose de vraiment intéressant, il va avoir envie de le partager. Et donc ça, les enfants le font, mais depuis tout petit. Si quelque chose, ça disparaît progressivement avec l'âge. Or, rien ne nous interdit d'accompagner cette maturation. Parce que si on est tous nés chercheurs, très honnêtement, quand on regarde l'histoire de la recherche à travers les siècles, on s'aperçoit que pour que la recherche se développe véritablement, elle a besoin d'un écosystème qui lui soit favorable. Je veux dire, Socrate posait déjà beaucoup de questions, mais l'écosystème ne lui était pas très favorable. On sait tous comment il a terminé, parce qu'il osait poser des questions et qu'il osait engager la jeunesse à poser des questions. Donc on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, on a plus besoin de cette créativité, de ce questionnement, et donc on est dans un écosystème qui est beaucoup plus favorable à cette attitude-là, et on peut offrir aux enfants d'aujourd'hui de prolonger leur questionnement et de rentrer en résonance, de rentrer en réseau avec d'autres acteurs qui se posent le même type de questions. Et ça peut paraître assez étonnant ce que je suis en train de vous dire, mais je ne sais pas si vous le savez, mais les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. Donc moi qui ai été formé à ne pas poser de questions avant mon doctorat, j'étais un peu surpris. Or en fait, c'est effectivement une anomalie au sens où si on regarde la distribution des âges des auteurs de publications scientifiques, on voit bien que c'est quelque chose qui sort complètement des distributions. Mais en fait, on a invité chez nous pour discuter avec le chercheur qui avait accompagné ce groupe d'enfants, et on s'est rendu compte en fait qu'il était parti des questions des enfants et de l'envie de jouer des enfants. Il leur a dit, est-ce que vous aimez la science? Et ils ont dit, bah, d'accord. Et puis il leur a dit, mais est-ce que vous savez que la science est un jeu? Et à ce moment-là, les enfants étaient beaucoup plus intéressés. Et il leur a dit, le but du jeu, c'est de comprendre à quoi joue la nature, et on va essayer ensemble de jouer avec la nature pour comprendre ces règles du jeu. Et à partir de là, les enfants ont été captivés, il les a accompagnés très loin. Et il avait fait ça, très honnêtement, parce que dans sa classe, il y avait son fils. Et effectivement, en France, il y a un jeune de 15 ans qui a publié dès le lycée un article dans Nature, mais c'était un fils de chercheur. Et donc on s'est demandé si c'était réservé aux enfants de chercheurs. Et on est allé dans une ZEP éclair en région parisienne, avec une enseignante qui s'appelle Ange Ansour, et vous pouvez retrouver ce qu'elle a fait sur le web, c'est devenu très documenté aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis les enfants donc, de milieux très défavorisés, qui étaient d'origine tout sauf chercheurs dans leur famille, et elle a montré que ces enfants, quand on les met en position de chercheurs, quand on leur dit qu'ils sont des chercheurs, quand on les met en contact avec des chercheurs, alors ils vont pouvoir aller toujours plus loin dans leur questionnement. Et nous, on avait invité ces enfants dans notre centre de recherche, et on leur a dit, mais alors, comment vous avez fait pour vous poser des questions? Ils nous ont dit, bah, au début de l'année, on s'est questionné sur le fait de savoir si on avait le droit de se questionner. Parce qu'on nous a dit, certains adultes nous ont dit que la curiosité c'est un vilain défaut, et puis les chercheurs nous ont dit que c'était leur métier. Et donc on s'est un peu interrogé. Et puis on a commencé à se poser des questions sur les fourmis, puisqu'on avait installé une fourmilière dans la classe. Et alors on a lu tous les livres qu'on a trouvés sur les fourmis, donc je parlais de motivation et de passion, et à partir de là, les enfants pouvaient tout savoir sur les fourmis.
Et puis, mais en fait, nous disent-ils, on n'a pas trouvé toutes les réponses dans les livres. Donc on est allé sur Internet, on a cherché des réponses sur Internet. Mais nous disent-ils, faites attention parce que sur Internet, tout n'est pas vrai. Donc l'esprit critique dont on parlait, cette capacité de réflexion, ils l'avaient acquise dans cette démarche de recherche. Et puis, ils avaient la possibilité de poser des questions via Twitter ou par mail à des chercheurs. Et donc ils ont appris beaucoup des chercheurs, mais donc ça leur a permis d'aller encore plus loin. Mais à un moment donné, ils ont fait une observation que les chercheurs n'avaient jamais faite. Et donc ils ont posé la question aux chercheurs sur leur interprétation. Et les chercheurs leur donnaient une interprétation. Et les enfants ont montré que c'était pas la bonne. Et donc ça, c'était encore plus intéressant pour eux, évidemment. Et donc ils nous ont dit, mais donc on peut évidemment faire confiance aux experts en général, mais pas toujours. Et qu'en fait, le plus important, c'est de savoir faire une expérience pour apprendre et poser la question aux fourmis elles-mêmes, si on veut vraiment savoir. Et donc cette expérience était assez remarquable. Donc elle a été reprise par un certain nombre de gens, dont le Palais de la Découverte, qui a une exposition sur les fourmis à Paris en ce moment, et qui a invité toutes les classes qui sont venues visiter le Palais de la Découverte, et je pense qu'il y en a dans toutes les régions françaises, et qui ont repris ce thème et qui ont amené à créer des collectifs d'enfants chercheurs. Et il y aura d'ailleurs un congrès des jeunes myrmécologues qui, comme les enfants le savent aujourd'hui, est la science des fourmis. Et donc ils sont très fiers aussi de maîtriser ce genre de vocabulaire que les adultes ne maîtrisent pas forcément. Et donc ils sont rentrés dans une démarche vers des métiers qui sont les métiers de demain, qui sont les métiers de la création, de nouvelles connaissances et de la co-construction. Et donc, je donnais cet exemple parce que je trouve qu'il illustre assez bien ce qui a été dit par les différents interlocuteurs à partir de maintenant, et qui montre que les enfants d'aujourd'hui, si on les met dans cet écosystème et qu'on les met en position d'auteurs et de créateurs, ils peuvent faire des choses assez extraordinaires. Et donc on a besoin de les accompagner là-dedans, on a besoin de créer tout un tas d'outils numériques pour les accompagner eux, pour accompagner leurs enseignants dans ce genre de démarche, et pour accompagner y compris leurs parents, parce que évidemment on n'est pas tous nés dans un monde comme ça. Donc on a besoin d'accompagner les adultes pour qu'ils puissent mieux accompagner les enfants, qui en fait eux sont très vite comme des poissons dans l'eau dans ce genre d'environnement, pour peu qu'on sache les accompagner et les encourager à passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique. Et c'est pas complètement évident, mais ça peut se faire en quelques mois dans une classe. Et donc aujourd'hui on est dans 40 classes sur des sujets très différents, on a bien dépassé les fourmis, et ça fonctionne dans tous les domaines. Donc on peut le faire dans le domaine des sciences dures, les domaines des sciences du vivant, les domaines des sciences humaines, et je pense que c'est donc très important d'essayer d'accompagner ces enfants et d'être à leur écoute. Tu disais, voilà, il faut remettre l'enfant au cœur du processus éditorial. Je pense qu'il faut le remettre au cœur de l'écosystème de connaissances, et essayer de créer des écosystèmes de connaissances que j'appelle des écosystèmes d'apprentissage coopératif, c'est-à-dire des écosystèmes dans lesquels à chaque fois que quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre doit pouvoir apprendre la même chose plus facilement. Hein, c'est le contraire de la classe où quand on copie, on n'a pas le droit. D'accord ? Mais là, on est face à un inconnu, et face à un inconnu, on a besoin de savoir ce que les autres ont fait pour pouvoir aller toujours plus loin, et ensemble de créer des connaissances. Et c'est le genre de choses où les machines peuvent nous aider, mais que les machines ne peuvent pas faire. Et donc, c'est typiquement le genre d'environnement où l'homme plus la machine, c'est mieux que la machine seule, qui est mieux que l'homme seul, dans certains domaines, et c'était vrai aux échecs dès les années 90, c'est vrai aujourd'hui dans toujours plus de métiers. Et donc on a besoin, si on veut remettre l'humain au cœur de nos sociétés, d'accompagner les enfants et les adultes dans ce genre de démarche. Merci. Juste... Bonjour, je m'appelle Martine Besto, je suis linguiste franco-américaine, et je ne sais pas à qui j'adresse cette question, mais c'est sur justement les différentes formes d'intelligence et sur le contrôle des connaissances à l'heure actuelle, qui je trouve absolument obsolète, ce qu'on fait dans l'éducation à l'heure actuelle. Et je pense que les examens qu'on donne aux étudiants ne contrôlent rien du tout. Enfin, c'est un sujet qui est très complexe, qui est très difficile à gérer, et je voudrais savoir s'il y a des recherches et un travail qui est fait, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent au niveau de l'acquisition des connaissances, du cerveau, etc., etc. Mais au niveau de ce qui se passe dans les écoles pour contrôler ces connaissances, moi je trouve qu'on est complètement dépassé par le sujet. Donc je ne sais pas s'il y a des recherches et où ce sujet, parce que c'est quand même un point. Moi je sais que j'ai eu des étudiants au niveau universitaire, la première question qu'ils me demandaient c'est l'examen, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont même pas intéressés par qu'est-ce qu'ils vont apprendre, c'est l'examen, qu'est-ce que c'est l'examen et comment on va l'avoir, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que je n'ai pas de réponse fondamentale à ce que vous dites, mais je pense que c'est une excellente question. Je pense qu'il y a rien dans le vocabulaire
parliez de contrôle, et Rémi tout à l'heure parlait de sanctions. Donc tu disais l'examen qui sanctionne l'apprentissage. Donc c'est quand même assez curieux, je veux dire, on voit bien que culturellement, on a un petit problème rien que dans notre utilisation de notre vocabulaire par rapport à ça. Moi je connais des gens à Stanford qui se posent ce genre de questions, mais on en est qu'au début de ce genre de recherche, et ce qu'ils essayent de faire, c'est de dire que quand on essaye d'évaluer des pédagogies innovantes avec des processus classiques, on n'a pas forcément des résultats très intéressants. Donc ce qu'il faut, c'est aussi réinventer nos modes d'évaluation. Et ce qui est intéressant, et vous le savez probablement, en 2015, PISA va être plus sur les sciences, mais aussi plus sur la créativité. Et pour la première fois, on va assez systématiquement essayer de réfléchir à qu'est-ce que la créativité. Donc c'est compliqué d'essayer d'évaluer la créativité, parce que si c'est click the box, to think out of the box, c'est très compliqué comme concept. Donc on a besoin d'essayer d'imaginer de nouvelles manières de former, et si par exemple on évaluait plus les élèves sur leur capacité à poser des questions qu'à apporter des réponses toutes faites sur des sujets qu'ils peuvent trouver de toutes les manières sur Internet, on ferait probablement un grand progrès dans ce sens-là. Donc, le sujet, c'est la remise en question, parce que c'est ce sacro-saint bac pour l'éducation nationale, qui est quand même, une étape très importante et sur lesquelles, je crois, l'éducation nationale s'accroche énormément à ce bac. C'est est-ce qu'il est remis en question et est-ce qu'il y a justement des pistes pour la remise en question de cet examen de baccalauréat. Parce que moi, je suis sidérée de voir des étudiants qui ne travaillent que pour ce bac. Ça me semble vraiment un état très primaire de l'apprentissage, je crois. Alors, je vais donner un exemple de ce que nous avons fait en langue vivante. Moi, j'appartiens au groupe des langues vivantes. Nous avons introduit une activité qui s'appelle la balado-diffusion, qui permet aux élèves, en dehors des heures de classe, d'écouter des documents ou de regarder des films au format MP4 sur leur baladeur, de les écouter, de les comprendre, de s'entraîner à les comprendre et éventuellement de s'enregistrer pour fournir leur propre réaction et d'envoyer cette réaction au professeur et au groupe. Donc c'est la balado-diffusion. Donc voilà, l'élève est actif en des temps et en des lieux hors de l'école. Donc c'est quelque chose que nous avons créé il y a 4 ans, je pense, à peu près. La DGESCO avait produit un guide de la balado-diffusion, etc. Bon. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? C'est qu'on a introduit cette vérification de compétences et non plus de connaissances pour le contrôle en cours de formation, c'est-à-dire pendant l'année de scolarité, de ce que les élèves sont capables de faire à partir d'un document qu'ils ont à écouter, à comprendre et à valider sur une grille d'évaluation de la compréhension. Et on évalue là des compétences. Et donc l'éducation nationale évolue vers l'évaluation des compétences, de la capacité des élèves, non seulement dans ce cas-là, à comprendre, mais aussi à réaliser eux-mêmes ensuite un discours pour répondre en réaction, etc., aux documents qu'ils ont écoutés ou vus. Donc on est sur des grilles de compétences, on n'est plus simplement sur d'ailleurs le socle commun de connaissances et de compétences, voilà, pour l'éducation, et sur les compétences, et d'ailleurs les grilles d'évaluation sont de plus en plus des grilles de compétences. Puisqu'il est évident que pour pouvoir avoir une compétence, il faut avoir les connaissances qui permettent de réagir positivement dans les situations données. Donc l'évaluation de compétences suffirait de toute façon. Donc voilà, on évolue. Et quand vous dites que le ministère de l'Éducation nationale est très attaché au bac, je suis désolé, c'est la traduction de la volonté de la nation. Tant que les parents d'élèves, les employeurs, les différentes instances de la nation sont attachées au bac, le bac restera en l'état. Nous le faisons évoluer pour accompagner justement. Et j'ai donné l'exemple des langues, et c'est un exemple qui est valable dans d'autres disciplines, les disciplines scientifiques.